Bonjour à tous, ce podcast donne matière à penser les critiques anarchistes du marxisme. Le communisme incarne l'égalité et l'anarchisme la liberté, deux notions, possiblement antagonistes, qu'il refuse d'opposer. Mieux, il importe de les combiner, de résoudre cette tension par une synthèse inédite. Dans les circonstances de l'époque, on était dans un antagonisme entre deux blocs qui étaient très puissants, qui guidaient en fait à peu près toutes les prises de position. Et si on considérait de quel côté on était le plus avancé, ou plus exactement dans lequel des deux systèmes on était le plus avancé en fonction de ses principes formels, en fonction de ses principes, était le plus avancé pour parvenir à une véritable liberté, au sens sartrien, je ne vais pas répéter tout, mais donc une liberté d'action de tous les individus en fonction de fins communes, eh bien on pouvait parfaitement se dire que c'était avec les principes communistes qu'on en était beaucoup plus approché qu'avec les principes des démocraties représentatives. Le principe même de la démocratie représentative empêche strictement que tous les individus soient libres, puisqu'on est libre que quand on agit, et on ne peut pas agir tous politiquement dans une démocratie représentative, puisqu'on est obligé d'abdiquer sa liberté politique en faveur d'un soi-disant représentant. Donc c'est une pseudo-démocratie, il n'y a aucun doute à ça, et c'est dans son principe même, elle empêche son dépassement vers une véritable liberté politique de tous. C'est inscrit dans son principe, cette interdiction. Donc ce principe est plus mauvais que le principe communiste, qui certes n'a pas été réalisé, mais qui, en tout cas, était affirmé comme l'objectif. Donc on pouvait parfaitement, je pense, dans ces circonstances, considérer que soutenir le projet communiste et considérer comme une étape, mais voilà, est-ce qu'il fallait, ça c'est peut-être le plus douteux, j'admets que c'est le plus douteux, c'est considéré comme une étape utile, voire nécessaire, de passer par une dictature du prolétariat. Mais bon, mais l'erreur n'est pas sur la structuration de chaque système. C'est pas sur les principes des systèmes. Si on considère leurs principes, alors notre démocratie représentative bloque beaucoup plus cette finalité de libérer tout le monde politiquement que les principes communistes. Les critiques anarchistes du marxisme sont étroitement liées aux aventures et surtout aux mésaventures du marxisme, puisque cette période correspond exactement à ce qu'a duré le premier régime politique à s'être explicitement réclamé de Marx. L'analyse économique, sociale et politique ainsi que le type d'émancipation promu par le marxisme sont ressortis de cette période durablement discréditée. La promotion du marxisme au cours du XXe siècle, au rang de doctrine officielle, de doctrine d'État, a conduit pour lui à une double défaite. Ce régime politique, transformé en doctrine d'État et de parti, a conduit à une profonde altération de son contenu et de sa visée émancipatrice. Il a partagé le sort des États et des mouvements politiques auxquels il avait été associé. Les anarchistes furent les premiers à le combattre, et cette évolution pourrait bien s'apparenter à une amère victoire. On peut présenter de la manière suivante la réaction de nombreux militants et penseurs libertaires et marxistes aux événements qui ont marqué l'effondrement des régimes d'Europe de l'Est à la fin du XXe siècle. La chute de ce régime signifiait pour beaucoup qu'une parenthèse malheureuse se refermait et qu'elle avait vu le projet émancipateur. Depuis le milieu du XIXe siècle, le mouvement ouvrier, identifié à une version marxiste bien particulière et menée par des États et des oligarchies qui les dominaient, avait été associé à cette période. La fin de l'Union soviétique n'était-elle pas l'occasion de rouvrir tous ces possibles que la révolution russe et son destin catastrophique avaient brutalement fermés? N'était-ce pas l'occasion de faire ressortir les potentialités émancipatrices du mouvement libertaire qui s'était précisément signalé par son opposition aussi bien à l'ordre capitaliste qu'au socialisme autoritaire?
La défaite du marxisme avait été précédée par celle des mouvements anarchistes espagnols en 1937. Le discrédit jeté sur le marxisme avait touché tout projet révolutionnaire, toute perspective de remise en cause de l'ordre économique, social et politique dominant. Cela consiste à faire du XXe siècle une parenthèse où le mouvement révolutionnaire a fait fausse route, une impasse dont il pourrait sortir. Ce mouvement révolutionnaire doit contribuer à l'intelligence de la résurgence contemporaine de différentes formes d'anarchisme qui s'étaient déjà donné à voir lorsque les événements des années 1968 avaient ébranlé les marxismes orthodoxes et les organisations qui s'en réclamaient. Cette résurgence a pu être observée dans les luttes sociales, qu'il s'agisse du contournement des appareils syndicaux dans les luttes officielles ou de pratiques d'auto-organisation et d'action directe, par exemple dans des luttes de travailleurs précaires et plus largement dans ce qu'on appelait, à la fin des années 1990, les luttes des sans-papiers, sans logis, sans travail, avec, dans les deux cas, une nouvelle manière de répondre à la question de l'auto-émancipation, posée depuis les origines du mouvement ouvrier. Elle a pu aussi être observée à l'occasion du mouvement altermondialiste des années 2000, au travers de formes de lutte se revendiquant d'une horizontalité dans l'organisation et dans la promotion d'alternatives non étatistes au capitalisme mondialisé. Elle s'est également manifestée en France, dans des formes radicales de contestation telles celles qui ont marqué un mouvement comme celui dit « contre le contrat première embauche » en 2006. Elle a enfin eu sa répercussion dans l'éveil d'un certain intérêt du monde académique pour le mouvement anarchiste, son histoire, ses théories et son actualité. Les observateurs du mouvement anarchiste, qui sont aussi parfois des participants, ont tenté de qualifier de diverses manières ce qu'ils considéraient comme certains de ces traits nouveaux. On a pu parler d'anarchisme hors les murs, pour désigner un anarchisme de la pratique, en dehors des organisations, et qui parfois ne se reconnaît pas comme tel. On a encore choisi de qualifier les nouvelles formes prises par le mouvement de néo-anarchisme, désignant par là un anarchisme qui n'est pas en continuité stricte avec l'anarchisme historique et rompt avec certains de ses postulats, par exemple celui de la révolution sociale. On a vu apparaître un post-anarchisme, courant strictement universitaire partant de l'hypothèse que l'anarchisme historique partagerait avec la modernité un certain nombre de postulats avec lesquels il s'agit de rompre. Dans ces reconfigurations contemporaines, ce qui est mis en question, c'est la possibilité de faire une histoire de l'anarchisme à la fois comme théorie politique ou antipolitique et comme ensemble de pratiques anti-autoritaires et que le post-anarchisme semble cruellement coupé de toute pratique militante. À cette tendance des anarchismes contemporains, il semble important de souligner que l'anarchisme perd quelque chose dans cette critique de Marx, parce que la critique anarchiste de Marx et du marxisme peut encore apporter quelque chose à l'anarchisme contemporain, qu'il s'agisse de lutter contre la résurgence de formes autoritaires de marxisme, d'utiliser des armes forgées à l'occasion de cette critique contre d'autres éléments de domination ou d'interroger quelques postulats qui sous-tendent certaines formes d'activisme anarchiste. En revisitant l'histoire des rapports entre marxisme et anarchisme, on peut montrer que l'attitude de rejet de Marx chez la plupart des anarchistes contemporains a néanmoins ses raisons historiques. Il a existé des tentatives théoriques et pratiques de penser à la fois une appropriation anarchiste de Marx et une appropriation marxiste de l'anarchisme. Le conflit politique qui donne naissance historiquement à l'anarchisme mène ce dernier à une critique dont il s'agit d'interroger la pertinence actuelle. En premier lieu, une critique de la politique étant entendue comme une activité menée par des spécialistes et orientée vers la conquête du pouvoir par le biais des élections, à quoi est opposée une antipolitique, c'est-à-dire une activité relative à l'État, mais qui vise sa disparition. En second lieu, une critique des organisations comme source possible d'une nouvelle oppression, d'une nouvelle centralisation, d'une nouvelle bureaucratie, critique qui connaîtra un prolongement immédiat dans le syndicalisme révolutionnaire et chez les premiers auteurs qui souligneront la confiscation de la démocratie par les partis politiques. En résumé,
une critique de l'ordre de la philosophie de l'histoire en tant qu'elle est refusée à celle-ci tout élo qui l'orienterait, critique qui permet de comprendre pourquoi l'anarchisme, historiquement, n'a pas seulement survécu à ses défaites, mais les a transformées en légende, la Commune, Makhno, l'Espagne libertaire. Ces critiques ne sont qu'esquissées chez Bakounine. S'agissant des organisations, sa position est plus complexe que ce qu'il dit de l'international, puisqu'il est en même temps un grand amateur de sociétés secrètes qu'il dote de règlements interminables, règlements qui sont loin de constituer l'esquisse d'une société débarrassée de toute forme de domination. Quant à la philosophie de l'histoire, Bakounine adhère dans l'ensemble à la conception matérialiste de l'histoire telle qu'elle se donne à lire dans le manifeste. S'agissant de la politique, le conflit entre Marx et Bakounine donne lieu à un curieux chiasme où l'auteur qui est censé minorer le rôle des facteurs politiques dans l'histoire se voit accusé de faire de la saisie du pouvoir d'État l'objectif essentiel, et où l'auteur qui insiste sur le rôle des facteurs politiques et juridiques dans le développement du mode de production capitaliste tourne le dos à toute activité politique séparée ou spécifique. La quatrième critique, qui est propre à Bakounine en raison de son intérêt pour les pays n'ayant pas développé d'industrie, pointe chez Marx une identification de la classe ouvrière à une classe révolutionnaire par essence, ce qui conduit à rejeter comme potentiellement contre-révolutionnaires des éléments de la population comme le lumpenprolétariat, la petite paysannerie ou les jeunes déclassés. Bakounine n'emprunte pas la voie qui consisterait à dire que ces pays doivent d'abord se doter d'une classe ouvrière disciplinée par l'industrie pour pouvoir envisager une révolution sociale. Il souligne plutôt le rôle qui revient aux masses paysannes et à la jeunesse, vers un projet d'auto-émancipation. C'est pour cette raison qu'il importe d'apercevoir que la pertinence des critiques anarchistes du marxisme dépasse largement le contexte immédiat dans lequel ces critiques ont été énoncées. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.